6 mois suffisent pour bouleverser l'équilibre minier mondial en Afrique de l'Ouest. Une hausse mondiale de 30% du lithium, combinée à des frontières côtières soudain fermées, redessine brutalement le rapport de force régionale, attire des acteurs internationaux concurrents et transforme un territoire longtemps périphérique en pivot stratégique de la transition énergétique mondiale, dont les effets politiques, sécuritaires et sociaux dépassent largement les calculs économiques initiaux observés jusqu'alors dans la région sahélienne. Que révèle ce tournant pour les choix stratégiques d'Ibrahim Traoré aujourd'hui réellement? Un basculement qui dépasse le Mali et au-delà. Ce récit ne se limite pas à décrire une flambée des prix ou une succession de décisions politiques spectaculaires. Il propose d'examiner étape par étape comment des données minières apparemment techniques peuvent redéfinir la souveraineté, déplacer des équilibres géopolitiques et modifier concrètement la vie quotidienne d'un pays confronté à des pressions multiples. Le bénéfice pour le lecteur est clair: comprendre en profondeur les mécanismes réels derrière les annonces officielles et les réactions internationales. À travers une analyse structurée, l'enjeu consiste à relier trois dimensions souvent traitées séparément: l'évolution du marché mondial du lithium, les choix politiques internes et les réponses extérieures, parfois discrètes, parfois coercitives. Chacune de ces dimensions agit comme un levier qui amplifie les autres. Ce qui se joue ici dépasse la simple question des ressources naturelles. Il s'agit de savoir comment un État présenté comme fragile peut transformer une contrainte économique en instrument de négociation et de contrôle stratégique. L'objectif est donc précis: révéler pourquoi certaines mesures jugées radicales prennent soudain sens lorsqu'on les replace dans une architecture plus large, où chaque décision produit des effets en chaîne visibles et invisibles sur le pouvoir, la sécurité et la perception internationale du Mali. Deux données suffisent à transformer la lecture de la crise malienne et à en révéler la cohérence interne. Près de 100 000 tonnes de lithium confirmées en janvier 2025, simultanément à une hausse mondiale d'environ 30% des prix en seulement 6 mois, constituent le véritable déclencheur d'une reconfiguration politique et sécuritaire souvent mal interprétée. Placées côte à côte, ces données modifient radicalement la perspective. Le Mali n'apparaît plus comme un espace périphérique subissant passivement les aléas géopolitiques, mais comme un nœud énergétique stratégique devenu incontournable dans la transition mondiale vers les technologies de stockage et de mobilité électrique. Ce changement de statut agit comme un aimant. Il attire entreprises, émissaires discrets, intermédiaires techniques et acteurs sécuritaires, bien avant que les décisions spectaculaires ne soient rendues publiques. Dès les premiers mois de 2025, plusieurs signaux faibles convergent. Des survols inhabituels sont signalés près des zones minières. Des équipes étrangères, présentées comme techniques ou exploratoires, multiplient les déplacements. Des propositions contractuelles accélérées circulent, souvent en dehors des circuits administratifs classiques. Pris isolément, chacun de ces éléments paraît anodin. Ensemble, ils dessinent une pression progressive, méthodique, orientée vers le contrôle anticipé des ressources. C'est dans ce contexte que les choix attribués à Ibrahim Traoré prennent une signification différente. Ils cessent d'apparaître comme des réactions improvisées et s'inscrivent dans une logique de verrouillage territorial face à une compétition déjà engagée. La fermeture des frontières, la révision des règles minières et la taxation exceptionnelle des profits étrangers deviennent les maillons visibles d'une chaîne causale initiée par le marché mondial du lithium. Cette mini-révélation éclaire également le tempo des événements. La rapidité des décisions ne traduit pas une précipitation,
mais une compression du temps stratégique. Lorsque la valeur d'une ressource s'accroît brutalement, le calendrier politique se contracte. Le Mali entre alors dans une phase où chaque retard augmente le risque de perte de contrôle. Comprendre ce point de départ permet de lire la suite non comme une crise erratique, mais comme l'aboutissement logique d'un processus latent, longtemps invisible, désormais impossible à ignorer. Pour saisir comment la transformation du Mali s'est enclenchée concrètement, il faut quitter les communiqués officiels et suivre ceux qui ont observé les premiers frémissements sur le terrain. Officiers locaux, responsables communautaires et cadres intermédiaires décrivent une même séquence au début de 2025. Une présence étrangère diffuse, fragmentée, mais de plus en plus régulière autour des zones minières stratégiques. Ces acteurs, rarement cités, deviennent pourtant des guides essentiels pour comprendre la logique interne des décisions prises par la suite. Leurs récits convergent. Dans certaines régions proches des gisements de lithium, des groupes circulent en petites unités, invoquant des missions de repérage ou des études techniques préliminaires. Ailleurs, des chefs traditionnels rapportent des propositions de partenariat direct assorties d'avantages financiers immédiats, court-circuitant les autorités centrales. Ces démarches, encore discrètes, signalent un changement de nature. Les ressources cessent d'être un potentiel lointain pour devenir un enjeu immédiat. Deux microcas illustrent ce basculement. Dans une zone au nord, des équipes locales notent une augmentation inhabituelle des survols et des mouvements nocturnes près des axes d'accès aux mines. Plus au sud, un collectif communautaire affirme avoir été approché pour faciliter une exploitation accélérée sans cadre réglementaire clair. Ces épisodes, limités mais répétés, produisent un effet cumulatif. Ils transforment la perception du risque et accélèrent la prise de conscience institutionnelle. Les premiers impacts sont alors visibles. Les forces locales renforcent la surveillance. Les communautés s'organisent pour contrôler les accès. Le débat sur la protection des ressources quitte le cercle des experts pour entrer dans la sphère sociale. La question n'est plus abstraite, elle touche la sécurité quotidienne, l'autorité de l'État et la place des populations dans la gestion des richesses nationales. Et l'essentiel apparaît alors avec évidence. Lorsque les signaux faibles s'additionnent, l'inaction devient le choix le plus risqué. La dynamique qui s'installe au Mali en 2025 suit une progression claire, structurée en trois temps: déclenchement, montée en tension, puis réplique visible. Tout commence lorsque les pressions extérieures, jusqu'alors diffuses, se cristallisent autour de l'exploitation des ressources minières stratégiques. Au printemps, les signaux accumulés sur le terrain cessent d'être interprétés comme des anomalies isolées. Ils sont désormais perçus comme les manifestations d'une compétition internationale active, déjà engagée autour du lithium malien. Le premier geste décisif intervient en avril 2025. Les autorités annoncent l'instauration d'une taxe exceptionnelle de 20% sur les profits miniers étrangers. Présentée comme une mesure économique, cette décision agit en réalité comme un déclencheur politique. Elle rompt avec des pratiques antérieures jugées trop permissives et envoie un message explicite aux acteurs internationaux. L'accès aux ressources ne sera plus automatique ni faiblement conditionné. À partir de ce moment, le rapport de force change de nature. Les discussions techniques se transforment en bras de fer stratégiques. La montée en tension est rapide. Plusieurs entreprises multinationales réagissent vivement, dénonçant une rupture des équilibres contractuels et évoquant des suspensions d'activité. D'autres tentent une approche plus discrète, cherchant des exemptions ou des accords parallèles.
Pourtant, le gouvernement maintient sa ligne. Ce refus de céder, dans un contexte de pression économique et diplomatique croissante, marque un seuil. Le Mali accepte l'idée d'un isolement temporaire comme coût assumé d'un contrôle renforcé. À partir de juin 2025, la dimension sécuritaire s'impose plus nettement. Des rapports font état de tentatives d'infiltration de groupes armés étrangers dans certaines zones minières sous couvert de protection des intérêts économiques. Même limitées, ces incursions changent la perception du risque. La question des ressources n'est plus seulement fiscale ou contractuelle. Elle devient un enjeu de sécurité nationale. Les autorités renforcent alors la présence locale, s'appuyant sur des dispositifs communautaires pour surveiller et défendre les accès stratégiques. La séquence atteint un point de bascule à l'automne. En septembre, la décision de fermer totalement les frontières est annoncée. Pour de nombreux observateurs extérieurs, la mesure paraît brutale, voire disproportionnée. Sur le plan interne, elle s'inscrit pourtant dans une logique de verrouillage progressif. Le 10 octobre 2025, cette fermeture devient effective, officialisant une rupture nette avec les flux antérieurs. 5 jours plus tard, une tentative de franchissement armé de la frontière, attribuée à des mercenaires soutenus par une puissance étrangère, confirme les craintes formulées en amont. L'affrontement est bref mais symbolique. Les forces maliennes repoussent l'incursion malgré un rapport de force défavorable. L'événement ne constitue pas une bataille majeure, mais il agit comme un signal. Il montre que les décisions prises ne relèvent plus du registre déclaratif. Elles s'accompagnent d'une capacité de mise en œuvre concrète. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré émerge comme une figure associée à la cohérence de cette séquence, moins par des discours que par l'enchaînement des actes. Les répliques ne tardent pas. Les sanctions internationales se multiplient. Les critiques s'intensifient, mais sur le terrain, le soutien populaire progresse. Pour une partie croissante de la population, ces décisions traduisent une reprise de contrôle longtemps attendue. La séquence de 2025 ne se lit alors plus comme une série de gestes isolés, mais comme une trajectoire assumée où chaque étape prépare la suivante dans un environnement de plus en plus contraint. Le point de départ est clair. Avant 2025, le lithium malien restait marginal. En quelques mois, sa valeur stratégique explose. Cette bascule s'appuie sur un faisceau limité mais décisif d'indicateurs chiffrés qui structurent l'ensemble des décisions observées par la suite. Pris ensemble, ils montrent que la trajectoire suivie ne relève ni de l'improvisation, ni d'un simple réflexe politique, mais d'une lecture précise des rapports coût-bénéfice dans un environnement international contraint. Premier indicateur, près de 100 000 tonnes de lithium confirmées en janvier 2025. Ce volume transforme un potentiel géologique en levier géopolitique immédiatement négociable. Ce chiffre change d'échelle. Il place le Mali dans une catégorie d'acteurs que les marchés et les États ne peuvent plus ignorer. À partir de ce seuil, chaque décision réglementaire ou sécuritaire produit des effets démultipliés, car elle s'applique à une ressource devenue indispensable à la transition énergétique mondiale. La donnée brute ne dit pas tout, mais elle modifie la perception du risque pour tous les acteurs impliqués. Deuxième indicateur, une hausse mondiale d'environ 30% des prix du lithium en 6 mois. L'augmentation rapide comprime le temps stratégique et accélère les confrontations. Cette dynamique de prix agit comme un accélérateur. Lorsque la valeur d'un minerai progresse aussi rapidement, les calendriers d'investissement, de négociation et d'intervention se raccourcissent. Non. Ce phénomène explique la simultanéité entre décisions politiques internes et pressions extérieures. Le marché impose son rythme et les États producteurs doivent s'adapter ou perdre la main. Troisième indicateur,
la création d'un fonds souverain ayant déjà mobilisé plus de 100 millions de dollars en 2025. La centralisation des revenus miniers renforce l'autonomie budgétaire et décisionnelle nationale. Ce mécanisme marque un changement qualitatif. Il ne s'agit plus seulement de capter des recettes, mais de les orienter vers des priorités internes, infrastructures, formation, emplois locaux. Ce choix réduit la dépendance au financement extérieur et renforce la capacité de résistance face aux sanctions ou aux pressions diplomatiques. Ces trois mesures suffisent à dessiner une trajectoire. Elles expliquent et pourquoi certaines options, jugées coûteuses à court terme, deviennent rationnelles à moyen terme. Elles éclairent aussi la cohérence entre politique économique, posture sécuritaire et discours de souveraineté. Dans ce cadre, les décisions associées à Ibrahim Traoré apparaissent moins comme des paris idéologiques que comme des arbitrages fondés sur des seuils mesurables. Les chiffres ne racontent pas toute l'histoire, mais ils fixent ses contraintes. Une fois ces contraintes posées, l'espace des choix possibles se réduit fortement. Et c'est dans cet espace resserré que le Mali évolue désormais avec des marges limitées, mais une logique interne difficile à contester. Face aux décisions prises par le Mali depuis 2025, deux lectures opposées structurent le débat, chacune reposant sur une logique interne cohérente. Les examiner sérieusement permet de comprendre pourquoi la trajectoire actuelle suscite à la fois adhésion et inquiétude, sans réduire l'analyse à un simple affrontement idéologique. Le premier argument porté par les partisans de la ligne dure considère que le contrôle strict des ressources est une condition préalable à toute souveraineté réelle. Selon cette lecture, le lithium n'est pas un actif économique ordinaire, mais un levier stratégique dans un contexte de transition énergétique mondiale. Laisser des acteurs extérieurs en définir l'accès, les règles et le rythme reviendrait à reproduire des schémas extractifs anciens, où la valeur créée échappe largement aux populations locales. Dans cette perspective, la fermeture des frontières, la taxation exceptionnelle et le durcissement sécuritaire sont perçus comme des mesures défensives, nécessaires, certes coûteuses à court terme, mais indispensables pour reprendre la main sur un actif devenu critique. Le coût diplomatique est alors accepté comme le prix à payer pour éviter une perte de contrôle irréversible. Le second argument avancé par les critiques de cette stratégie met en avant les risques d'isolement économique et politique. Il souligne que la rupture avec certains partenaires internationaux peut freiner les investissements, ralentir le transfert de technologies et fragiliser des secteurs dépendants des échanges régionaux. Selon eux, une fermeture prolongée réduit la capacité du pays à négocier depuis une position d'interdépendance et non de confrontation. À terme, cette posture pourrait affaiblir la croissance, accentuer les tensions sociales internes et rendre le pays plus vulnérable aux chocs externes, notamment sécuritaires, dans un Sahel déjà instable. Ces deux positions reposent sur des hypothèses crédibles. Toutefois, l'analyse des données disponibles introduit un élément de pondération décisif. La rapidité de la hausse des prix du lithium et l'intensification précoce des pressions extérieures réduisent fortement la viabilité d'une stratégie graduelle. Dans un environnement où la valeur d'une ressource s'accroît brutalement, l'ouverture contrôlée devient difficile à maintenir sans perdre l'initiative. Les tentatives de négociation asymétrique observées début 2025 illustrent ce déséquilibre. Dans ce contexte contraint, la stratégie associée à Ibrahim Traoré apparaît moins comme un choix maximaliste que comme une réponse à une fenêtre temporelle étroite. Elle ne supprime pas les risques, mais elle cherche à les déplacer. Le débat ne porte alors plus sur l'existence de coûts,
mais sur leur répartition dans le temps et sur la capacité de l'État à les absorber. Au cœur des tensions accumulées depuis le début de 2025, un geste administratif en apparence secondaire modifie profondément l'équation stratégique du Mali. Le 15 août, la création d'un fonds souverain national, alimenté directement par les revenus miniers, transforme une posture défensive en architecture de projection interne. Jusqu'alors, les décisions semblaient répondre à des pressions extérieures successives. Avec ce mécanisme, la logique s'inverse. La valeur extraite est captée, centralisée, puis redirigée selon des priorités nationales définies. Ce basculement est décisif. Il ne s'agit plus seulement de bloquer l'accès aux ressources, mais d'organiser leur transformation en capacité d'action durable. Les recettes minières financent des infrastructures, des programmes de formation et des dispositifs communautaires, réduisant la dépendance au financement conditionné venu de l'extérieur. Le débat quitte ainsi le registre de la résistance pour entrer dans celui de la construction. Dans cette nouvelle configuration, Ibrahim Traoré apparaît sous un angle différent. Il n'est plus seulement associé à des décisions de rupture, mais à la mise en place d'un cadre structurant capable de survivre au choc immédiat. Le fonds souverain agit comme un amortisseur. Il absorbe une partie des coûts de l'isolement et offre des marges de manœuvre internes là où la pression internationale cherche à en réduire l'espace. Cette révélation centrale éclaire rétrospectivement les choix précédents. Les fermetures, les taxes et le durcissement sécuritaire ne constituent les plus une fin en soi. Ils préparent un terrain sur lequel une redistribution contrôlée de la valeur devient possible. À partir de ce point médian, la question n'est plus seulement de savoir si le Mali résiste, mais comment il redéfinit durablement les règles du jeu. Les effets des décisions prises depuis 2025 se matérialisent désormais de manière différenciée selon les acteurs concernés. États, entreprises, populations locales et environnement régional subissent chacun des impacts spécifiques, parfois contradictoires, mais tous révélateurs d'un changement de posture durable du Mali sur la scène économique et géopolitique. Pour les États partenaires et les puissances extérieures, la stratégie malienne introduit une rupture nette avec les pratiques antérieures. La fermeture des frontières et la fiscalité renforcée sur les ressources minières compliquent l'accès direct aux gisements et réduisent la marge de manœuvre diplomatique classique. Certains pays réagissent par des sanctions ou des pressions politiques cherchant à rétablir des canaux d'influence. D'autres, plus pragmatiques, réévaluent leurs approches et explorent des cadres de coopération plus équilibrés, conscients que l'accès aux minerais stratégiques passe désormais par une reconnaissance accrue de la souveraineté locale. Cette recomposition crée un climat d'incertitude mais aussi de négociations renouvelées. Du côté des entreprises multinationales, l'impact est immédiat et mesurable. Les conditions d'exploitation deviennent plus contraignantes, tant sur le plan fiscal que réglementaire. Certaines sociétés suspendent ou ralentissent leurs opérations, invoquant une baisse de rentabilité à court terme. D'autres s'adaptent en recherchant des partenariats locaux, acceptant une redistribution plus importante de la valeur et un partage du contrôle. Cette phase d'ajustement réduit temporairement les flux d'investissements directs étrangers, mais elle favorise l'émergence d'un tissu économique plus ancré localement, moins dépendant des arbitrages externes. Pour les populations maliennes, les conséquences sont plus contrastées mais souvent plus tangibles. Dans les zones minières, l'augmentation des formations techniques et des emplois liés à l'exploitation contrôlée des ressources contribue à une baisse du chômage et à une amélioration des revenus locaux. La création du fonds souverain permet de financer des infrastructures visibles, renforçant le sentiment que les richesses nationales produisent enfin des bénéfices internes. Toutefois,
Ces avancées s'accompagnent de tensions. Les attentes augmentent rapidement et les débats sur la redistribution équitable des recettes deviennent plus vifs, notamment entre régions et communautés. À l'échelle régionale, la posture malienne agit comme un catalyseur. Des pays voisins observent attentivement cette expérience, y voyant à la fois un précédent et un risque. Pour certains, elle ouvre la possibilité de renégocier des accords miniers déséquilibrés et de coordonner des politiques de ressources à l'échelle du Sahel. Pour d'autres, elle suscite des inquiétudes quant aux effets de contagion sécuritaire et économique. Le Mali, en redéfinissant ses règles, modifie ainsi l'équilibre régional, créant de nouvelles lignes de coopération et de friction. Dans l'ensemble, ces conséquences convergent vers un même constat. Les décisions associées à Ibrahim Traoré produisent des effets réels, mesurables, qui dépassent le cadre symbolique. Elles redistribuent les coûts et les bénéfices entre acteurs, tout en imposant un nouveau tempo aux relations économiques et politiques. Le débat n'est plus de savoir si ces choix ont un impact, mais comment cet impact sera géré dans la durée et par qui. À moyen terme, l'évolution de la trajectoire malienne peut être envisagée à travers trois scénarios distincts, chacun fondé sur des dynamiques observables et des contraintes déjà identifiées. Aucun ne relève de la prédiction certaine. Ils servent plutôt de cadre de lecture pour comprendre les marges de manœuvre et les risques associés aux choix actuels. Le scénario de base repose sur une stabilisation progressive sous tension. Le Mali parvient à maintenir le contrôle de ses ressources minières tout en absorbant les effets d'un isolement partiel. Le fonds souverain continue d'alimenter des projets d'infrastructure et de formation, ce qui soutient l'emploi local et limite les frustrations sociales les plus immédiates. Les investissements étrangers restent prudents, mais certains acteurs acceptent de composer avec les nouvelles règles. Sur le plan diplomatique, les relations demeurent froides avec plusieurs partenaires traditionnels, sans rupture totale. Si cette trajectoire se confirme, la croissance reste modérée et les tensions internes sont contenues par des mécanismes de dialogue et de redistribution ciblée. Le scénario optimiste suppose une consolidation régionale. Le Mali réussit à transformer son isolement relatif en levier de coopération avec des pays voisins partageant des problématiques similaires. Des accords diator régionaux émergent autour des ressources, des infrastructures et de la sécurité, réduisant la dépendance vis-à-vis des puissances extérieures. Le modèle du fonds souverain gagne en crédibilité et attire des partenariats techniques non dominants. Dans ce cadre, la valeur ajoutée reste davantage sur le territoire et la légitimité politique interne se renforce. La transition d'une posture défensive vers une stratégie proactive devient alors possible, avec un impact positif sur la stabilité et la perception internationale. Le scénario défavorable met en lumière les risques d'une accumulation de chocs. Les sanctions se durcissent, les investissements se contractent durablement et les tensions sécuritaires s'intensifient dans certaines zones stratégiques. Les capacités budgétaires, malgré le fonds souverain, s'avèrent insuffisantes pour compenser les pertes externes. La pression sociale augmente, alimentée par des attentes élevées et des résultats plus lents que prévus. Dans ce contexte, la marge de négociation se réduit et la stratégie de contrôle des ressources devient plus coûteuse à maintenir. Si l'on adopte un raisonnement conditionnel, un point ressort nettement. Si la capacité à redistribuer rapidement et visiblement les bénéfices des ressources se maintient, alors la trajectoire la plus probable reste celle d'une stabilisation sous contrainte. À l'inverse, un décalage prolongé entre promesses et effets concrets accroît mécaniquement le risque de basculement vers le scénario le plus défavorable.
Au-delà des indicateurs macroéconomiques et des recompositions diplomatiques, la trajectoire engagée par le Mali touche des groupes bien identifiés, dont les préoccupations résonnent directement avec celles de nombreux observateurs et citoyens. Comprendre ces effets concrets permet de relier l'analyse stratégique à des réalités vécues, souvent absentes des débats abstraits. Pour les jeunes et les travailleurs locaux, les politiques mises en place ouvrent des perspectives inédites mais encore fragiles. L'essor des formations techniques liées au secteur minier et énergétique crée des opportunités d'emploi là où dominaient auparavant la précarité et l'exode. Cette dynamique nourrit un espoir mesuré, celui de voir les compétences locales enfin valorisées. Toutefois, elle s'accompagne d'une attente forte. Si les promesses de montée en qualification ne se traduisent pas rapidement en emploi stable, la déception peut être à la hauteur des espérances initiales. Pour les petites et moyennes entreprises maliennes, le changement de cadre redistribue les cartes. La réduction de la concurrence directe des multinationales ouvre des espaces de croissance, notamment dans la sous-traitance, la logistique et les services associés. Mais cette fenêtre reste étroite. Les acteurs locaux doivent dû s'adapter à des règles nouvelles, parfois exigeantes, et à un environnement financier encore contraint. Le soutien public devient alors déterminant pour transformer une opportunité structurelle en développement durable. Pour les communautés riveraines des zones minières, l'impact est le plus immédiat. Les investissements en infrastructures, rendus possibles par la captation des revenus, améliorent avec l'accès à des services essentiels. Dans le même temps, ces communautés se retrouvent au cœur de débats sensibles sur la redistribution et la gouvernance locale. Elles deviennent à la fois bénéficiaires et arbitres implicites de la légitimité des politiques menées. Enfin, pour les observateurs extérieurs, cette expérience interroge des questions plus larges. Jusqu'où un État peut-il aller pour reprendre le contrôle de ses ressources et à quel prix social? Ce questionnement dépasse le Mali. Il renvoie à des choix collectifs sur la valeur accordée à la souveraineté, au temps long, et à la capacité d'un pays à accepter des coûts immédiats pour des gains futurs incertains. À ce stade, la question centrale n'est plus de savoir si la stratégie malienne est légitime, mais comment elle peut être rendue soutenable dans la durée. La feuille de route qui se dessine repose sur une séquence d'actions précises, où chaque étape conditionne la suivante et réduit progressivement les zones de fragilité identifiées depuis 2025. Première étape, consolider la gouvernance des ressources. Cela implique de stabiliser le cadre réglementaire minier, d'en clarifier les règles d'application et d'en renforcer la lisibilité pour les acteurs locaux. L'objectif est double: limiter l'arbitraire perçu et transformer la contrainte en prévisibilité, condition indispensable pour attirer des partenaires compatibles avec les priorités nationales. Deuxième étape, accélérer la redistribution visible. Les recettes captées par le fonds souverain doivent continuer à se traduire rapidement en infrastructures, en formation et en emplois mesurables. Cette visibilité joue un rôle clé dans la légitimation interne. Plus les bénéfices sont concrets, plus la capacité d'absorption des coûts externes augmente. Troisième étape, sécuriser sans militariser excessivement. La protection des zones stratégiques doit rester proportionnée afin d'éviter une spirale de tension locale. L'implication des communautés dans la surveillance et la gestion des accès constitue ici un levier essentiel de stabilité. Quatrième étape, ouvrir des canaux régionaux ciblés. Sans renoncer au contrôle, le Mali peut renforcer des coopérations techniques et logistiques avec des voisins partageant des intérêts similaires. Cette approche réduit l'isolement sans diluer la souveraineté. Enfin, la cinquième étape concerne la temporalité politique. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu consiste à inscrire ces mesures
dans des institutions capables de fonctionner au-delà de l'urgence. La durabilité dépend moins de décisions spectaculaires que de mécanismes ordinaires, répétés et évaluables. Si cette feuille de route est suivie avec constance, elle transforme une posture de résistance en trajectoire de consolidation. À défaut, les marges de manœuvre se réduiront rapidement et les coûts accumulés risqueront de dépasser les bénéfices attendus. Le fil de cette trajectoire revient naturellement à ceux qui, dès le début de 2025, avaient perçu que quelque chose changeait sur le terrain. Les officiers locaux, les responsables communautaires et les habitants proches des gisements évoqués plus tôt ne parlaient pas de géopolitique. Ils parlaient de passages inhabituels, de propositions insistantes, d'une tension diffuse qui s'installait dans le quotidien. Leur intuition, longtemps reléguée au second plan, trouve aujourd'hui une forme de validation. À mesure que les décisions se sont enchaînées, ces acteurs ont vu leur rôle évoluer. Ils ne sont plus seulement des témoins, mais des points d'ancrage d'une transformation plus large. La surveillance communautaire, l'accès à des formations, les premières infrastructures visibles changent la perception de ce que signifie contrôler ses ressources. Ce contrôle n'est plus abstrait. Il se mesure en route, en emploi, en capacité locale renforcée. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré dépasse la seule incarnation d'une rupture politique. Elle se lie à une attente collective, celle que les sacrifices consentis aujourd'hui produisent des effets durables demain. Cette attente est exigeante. Elle ne se satisfait pas de symboles, mais de continuité et de résultats. Le rappel essentiel est là. La souveraineté ne se décrète pas, elle se vit. Elle s'éprouve dans la capacité à transformer une décision centrale en bénéfice partagé et à maintenir cette cohérence dans le temps. C'est à cette échelle, humaine et concrète, que se jouera la crédibilité finale de la trajectoire engagée. Ce qui se joue au Mali depuis 2025 dépasse largement le cadre d'un seul pays ou d'un seul dirigeant. La manière dont un État choisit de protéger ses ressources, d'en redéfinir l'usage et d'en assumer les coûts ouvre un espace de réflexion plus vaste sur les modèles de développement possibles dans un monde sous tension énergétique. L'expérience malienne agit comme un miroir. Elle renvoie chaque observateur à ses propres hypothèses sur la souveraineté, la dépendance et le temps long. Pour les citoyens, les membres de la diaspora, les chercheurs ou les décideurs, cette trajectoire pose une question simple mais exigeante. À quelles conditions le contrôle des ressources peut-il réellement bénéficier aux populations sans reproduire d'autres formes de déséquilibre? La réponse n'est ni évidente ni universelle. Elle dépend des contextes, des institutions et de la capacité à maintenir un dialogue ouvert entre niveau local, national et régional. Partager des analyses, confronter des points de vue et écouter les récits de terrain devient alors un acte en soi. Ce sont ces échanges qui permettent de dépasser les slogans, de nuancer les jugements et de comprendre les arbitrages réels derrière les décisions visibles. Le débat n'a pas vocation à trancher définitivement mais à éclairer. Alors, comment interprétez-vous cette trajectoire? La stratégie engagée vous semble-t-elle soutenable, transposable ailleurs ou intrinsèquement liée au contexte malien? La discussion reste ouverte et c'est précisément dans cet espace de dialogue que se construisent parfois d'autres chemins possibles.